L'air matinal à Anchorage était vif et métallique, annonçant la véritable nature sauvage qui attendait juste au-delà de la ville. Pour David Shane, cette promesse était un appel à l'action enivrant. Il se tenait à côté de sa Jeep usée par les intempéries, dont l'intérieur était une galerie méticuleusement organisée qui reflétait la passion de sa vie. Chaque équipement, des lourds téléobjectifs au réchaud compact, témoignait d'années d'expérience, chaque élément étant vérifié et revérifié avec une précision rituelle née d'un profond respect pour la terre qu'il s'apprêtait à fouler. À l'intérieur de leur petite maison, sa femme, Lena, l'observait depuis la fenêtre, sa silhouette encadrée par la lumière jaune et chaleureuse de la cuisine. Son inquiétude était palpable, une tempête silencieuse dans ses yeux qu'il pouvait sentir même depuis l'allée. Il lui avait donné un long baiser d'adieu, un moment tendre où il avait essayé de lui insuffler toute sa confiance, de la rassurer en lui disant que son expertise était son bouclier. Il lui avait parlé des grizzlies, non pas comme de monstres, mais comme de magnifiques forces de la nature prévisible qu'il avait étudiées et photographiées pendant une décennie. Il lui avait parlé de la migration des saumons, un spectacle de vie à l'état brut qu'il était le seul à pouvoir immortaliser. Son enthousiasme était sincère, une flamme vive qui avait momentanément éclipsé l'ombre de sa peur. De retour à la Jeep, ses doigts caressèrent le métal froid du boîtier de son appareil photo, un poids familier et réconfortant. Son esprit était déjà à des kilomètres de là, sur les rives d'une rivière tumultueuse d'Alaska, anticipant le moment où un poids de 1000 livres de muscles et de fourrure briserait la surface de l'eau, un saumon argenté serré entre ses mâchoires. Il n'était pas un touriste imprudent, c'était un documentariste, un artiste qui comprenait que pour capturer la véritable essence de la nature sauvage, il fallait l'aborder avec humilité et une connaissance encyclopédique de ses rythmes. Sa confiance n'était pas de l'arrogance, mais l'assurance tranquille d'un maître artisan préparant ses outils. Avec un dernier sourire rassurant vers la fenêtre, David se glissa dans le siège du conducteur. Le moteur démarra avec un grondement rassurant. Il jeta un dernier coup d'œil à la liste épinglée à son pare-soleil, véritable manifeste de survie et d'art, et constata que chaque élément était à sa place. Il ne partait pas simplement en voyage, il répondait à l'appel le plus ancien qu'il connaissait, quittant la chaleur de son foyer pour se rendre dans le vaste silence respirant de Denali, prêt à rencontrer ses plus grands habitants avec un regard respectueux et une main ferme. La route de gravier céda la place à un sentier étroit, puis à rien du tout. Le monde de David se réduisit au crissement de ses bottes sur le pergélisol, au poids de son sac à dos et au silence immense et vivant de l'arrière-pays de l'Alaska. Les épicéas se dressaient comme des sentinelles solennelles, leurs branches lourdes d'un silence qui semblait ancien et complet. Pendant les premières heures, l'immensité de la nature sauvage était comme une drogue euphorisante. Chaque vue panoramique de la taïga et des sommets lointains enneigés était un chef-d'œuvre, et il était seul dans cette galerie. Il trouva le ruisseau à saumon exactement là où ses cartes et ses décennies de recherche l'avaient promis, un ruban argenté traversant une vallée vers émeraude et gris granit. L'air bourdonnait du bruit de l'eau qui coulait et de la faible odeur de poisson des frayères. C'était le décor parfait. Il établit son camp de base avec une efficacité rodée, plantant sa tente solide sur une rive haute et bien drainée, à une distance respectable du bord de l'eau. Chaque piquet enfoncé, chaque corde tendue, était un rituel de sécurité, une petite déclaration d'ordre dans la vaste nature sauvage et désordonnée. Son travail commença immédiatement. Accroupi dans un affût fait de branches d'aulnes tressées, son appareil photo devint le prolongement de son œil. À travers le viseur, le monde se distillait en moments d'une puissance à couper le souffle. Il captura une énorme femelle enseignant à ses deux petits jumeaux à pêcher, leur cou maladroit dans l'eau contrastant délicieusement avec sa grâce patiente et puissante. Il cadrait un mâle dominant, un titan de muscles et de fourrure, debout au milieu du courant tandis que les saumons sautaient autour de lui, l'eau scintillant comme des diamants sous le soleil bas de l'Arctique. Le clic de l'obturateur était une ponctuation silencieuse dans la symphonie de la nature, chaque image témoignant de la vérité brute et magnifique qu'il était venu chercher. Une profonde satisfaction professionnelle s'empara de lui, une paix profonde et satisfaisante. C'était pour cela qu'il avait dit au revoir au visage inquiet de Lena, qu'il avait porté ce poids sur son dos. Il documentait quelque chose d'intemporel et d'essentiel. Pourtant, alors que le long crépuscule lumineux commençait à faire disparaître les couleurs du paysage, un changement subtil se produisit. La crainte révérentielle demeura, mais elle était désormais soulignée par un malaise primitif et rampant. L'isolement absolu devint une présence tangible. Chaque bruissement dans les sous-bois, qui n'était plus seulement un sujet photographique potentiel, semblait désormais revêtir une nouvelle importance. Les cris festifs des corbeaux au-dessus de sa tête ressemblaient moins à des commentaires qu'à des avertissements. Il était ici un observateur, un invité privilégié, mais la maison était immense et il y était complètement, irrévocablement seul. La nature sauvage n'était plus seulement un sujet à capturer, c'était une présence qui commençait à le remarquer à son tour. Le changement ne s'est pas produit lentement, mais avec la violence soudaine d'une porte claquée. Un jour, l'air était vif et automnal,
sentant la terre humide et les feuilles mourantes. Le lendemain, un vent brutal soufflait depuis les sommets, apportant avec lui l'odeur métallique de l'hiver véritable. Le ciel, autrefois vaste dôme bleu pâle, prit la couleur du plomb meurtri, et les premières neiges commencèrent à tomber, non pas sous forme de légères rafales, mais de grêlons durs qui piquaient toute peau exposée et recouvraient le monde d'un linceul blanc inquiétant. La routine de David fut bouleversée. La migration des saumons, cette frénésie de vie qu'il était venu documenter, ralentit jusqu'à s'arrêter complètement lorsque les bords du ruisseau commencèrent à se recouvrir de glace. Les ours, sentant le changement brusque de saison, abandonnèrent leur paresse et leur satisfaction repus de poissons. Leurs mouvements devinrent plus vifs, plus déterminés, poussés par un besoin urgent et désespéré de grossir avant le long sommeil. Les scènes idylliques de jeux familiaux et de pêche patiente ont été remplacées par une réalité plus dure et plus sombre. Sa photographie a évolué avec le temps. Les paysages grandioses ont été abandonnés au profit de cadres plus serrés et plus intenses. Son attention s'est rétrécie, attirée encore et encore par un seul sujet, un ours mâle massif, plus grand que tous ceux qu'il avait vus jusqu'alors. Son pelage était une épaisse fourrure hirsute de couleur brun foncé, et une bosse musculaire prononcée saillait entre ses épaules, témoignant de sa puissance brute et de sa domination. L'objectif de David le suivait sans relâche. Les images qu'il capturait désormais n'étaient plus celles de géants paisibles, mais celles d'une créature débordant d'une énergie palpable et agressive. Le comportement de l'ours s'écartait nettement du scénario habituel de la vie sauvage. Il ne cherchait plus seulement à se nourrir, il patrouillait, la tête baissée, se balançant d'un côté à l'autre tandis qu'il avançait dans la neige qui tombait. Il commença à marquer des arbres à une distance alarmante du campement de David, se dressant sur ses pattes arrière pour gratter l'écorce de ses griffes avec un bruit qui déchirait le silence comme des coups de feu. Il s'arrêtait et fixait directement la tente de David, ses yeux sombres rivés sur cette forme étrangère, ses narines dilatées alors qu'il testait le vent. À travers son viseur, David pouvait voir la tension dans son corps massif, la façon dont ses muscles se contractaient avec une fureur territoriale qui semblait dirigée, personnelle. L'ours ne faisait plus seulement partie du paysage, il s'imposait comme le seul maître du paysage, et David, avec son abri en nylon fragile et son odeur étrangère, était un intrus inacceptable dans son royaume nouvellement déclaré. La crainte que David ressentait se transforma en une peur froide et aiguë, chaque clic de l'obturateur ne documentant plus la beauté, mais une menace primitive et imminente. Le monde se réduisit à une blancheur furieuse et hurlante. La tempête n'arriva pas, elle dévora. Ce qui avait commencé par un vent violent et des grêlons de neige cinglants se transforma en une véritable tempête de neige qui dévala des montagnes, effaçant le paysage que David avait si soigneusement étudié. La visibilité était réduite à quelques mètres, les silhouettes familières des épicéas et des affleurements granitiques engloutis par le maelstrom implacable et tourbillonnant. Le bruit était un rugissement constant et assourdissant, une force qui pressait contre les minces parois de sa tente, mettant à l'épreuve chaque couture et chaque piquet. À l'intérieur, David travaillait à la faible lueur de sa lanterne alimentée par des piles, ses mouvements délibérés et sinistres. L'excitation professionnelle initiale avait disparu, remplacée par la concentration froide et aiguë de la survie. Son appareil photo, autrefois un outil pour capturer la beauté, est devenu un journal de bord clinique. Il a documenté les congères qui s'accumulaient contre le côté exposé au vent de sa tente, le tissu se courbant vers l'intérieur sous le poids immense et silencieux. Il photographiait ses propres mains, rouges et à vif, alors qu'elles renforçaient les cordes d'ancrage, tassant la neige autour de la base de la tente pour créer un brise-vent, une barricade pathétique mais nécessaire contre les éléments. Chaque sortie pour ce travail était un risque calculé, une bataille contre le vent qui menaçait de lui couper le souffle et le froid qui cherchait à geler l'humidité même de ses poumons. Il retournait à la tente en tremblant violemment, son équipement recouvert d'une couche de glace, et se mettait immédiatement à documenter son calvaire. Les images étaient austères, dépourvues de tout art, un gros plan du givre se formant à l'intérieur de la toile de la tente, une photo de ses réserves de chauffement chimique qui s'amenuisaient, disposées comme des pierres précieuses, un autoportrait montrant l'épuisement et la peur naissante dans ses propres yeux. Et pendant les brefs moments terrifiants où le temps s'était légèrement éclairci, il l'avait vu. L'ours. La tempête qui avait piégé David semblait avoir rendu la grande bête encore plus audacieuse. C'était un fantôme sombre et imposant qui se déplaçait dans le blizzard, sa silhouette apparaissant puis disparaissant à nouveau dans les nappes de neige. Mais il était toujours là, une menace constante qui tournait autour de lui. Le téléobjectif de David, dont le verre était froid contre son visage, suivait ses mouvements. Chaque fois qu'il le voyait, l'ours était plus proche. Une série de photos le montrait debout sur une crête à seulement 200 mètres de distance, la tête levée, reniflant directement son campement. Une autre, prise une heure plus tard, le montrait en train de gratter le pied d'un arbre à peine à 100 mètres de sa tente, ses épaules massives travaillant avec une force terrifiante et délibérée. La dernière photo de la série était la plus effrayante, un gros plan du visage de l'ours, les yeux rivés sur l'objectif,
à une distance qui semblait intime et prédatrice. La neige s'accrochait à sa fourrure en amas glacés, et sa gueule était légèrement ouverte, comme s'il goûtait son odeur dans l'air chargé de tempête. Les photos n'étaient plus seulement un journal, elles étaient la preuve d'un siège, un témoignage clair et documenté d'un comportement qui n'était plus simplement territorial, mais activement et implacablement menaçant. Le piège n'était pas seulement le temps, c'était la convergence parfaite et terrible de la tempête et du prédateur patient et rôdeur qu'elle avait déchaîné. La tempête s'est calmée à l'aube, laissant derrière elle un monde complètement transformé et silencieux sous une couche de neige atteignant la taille. Les contours familiers du terrain avaient disparu, lissés en courbes traîtresses et trompeuses. David savait qu'il ne pouvait pas rester. La proximité de l'ours, documentée par les photos granuleuses et prises dans la précipitation au cœur de la tempête, constituait une menace insoutenable. Son campement n'était plus un refuge, mais un repère, un phare pour un prédateur qui s'était clairement fixé sur lui. Avec une détermination née de l'adrénaline pure, il entama le processus ardu de démonter le campement, ses mouvements maladroits à cause du froid et d'une peur profonde et lancinante. Ranger son équipement fut une épreuve lente et épuisante. Chaque objet était recouvert de glace, ses doigts tâtonnant avec les fermetures éclairs et les boucles brûlantes de froid. Il ne chargea son sac que du strict nécessaire. L'appareil photo, le film restant, une maigre ration de nourriture, la balise de détresse qu'il avait hésité à activer et son kit de survie. Abandonner le reste lui donnait l'impression d'un profond échec, d'un renoncement à la préparation méticuleuse qui avait défini toute sa vie. Il prit une dernière photo de la tente abandonnée, monument solitaire enseveli sous la neige, symbole de sa confiance brisée, puis se tourna vers le vide blanc. Son plan était simple, descendre vers l'aval, vers des terres plus basses et le faible espoir d'une patrouille de gardes forestiers. Mais la nature sauvage en avait décidé autrement. La neige profonde et instable rendait chaque pas laborieux, lui faisant brûler de précieuses calories qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Après une heure d'efforts brutaux, il avait parcouru moins d'un quart de mille. Et puis il l'aperçut. Une série de traces fraîches, énormes et indubitables, coupant directement la route qu'il avait prévue. L'ours était passé par là récemment, à un rythme tranquille et puissant qui se moquait de ses propres efforts pathétiques. Il le guidait, lui bloquant le chemin le plus facile. Vaincu, il se retira sur un petit affleurement rocheux qui offrait un maigre abri contre le vent. Ces photos devinrent quelque chose de nouveau, un sombre journal de survie. Il documenta la construction d'un feu de signalisation, dont la fumée formait un mince fil gris dans le vaste ciel bleu, une prière désespérée vers un horizon vide. Il installa des pièges rudimentaires, pleins d'espoir, pour attraper des lièvres d'Amérique, photographiant chaque matin leurs boucles vides, le cœur serré. Ses autoportraits témoignaient d'un déclin rapide, ses joues creusées, les cernes sous ses yeux, sa peau tendue et pâle sur ses os. Les paquets de nourriture déshydratée, qui diminuaient à vue d'œil, étaient disposés et photographiés comme un compte à rebours vers zéro. Et l'ours était toujours là. Pas toujours visible, mais toujours présent. Ces traces étaient une inscription quotidienne autour de son nouveau campement misérable. Parfois, du coin de l'œil, il apercevait un mouvement dans la lisière des arbres, une ombre trop grande, qui bougeait avec une intention qui n'était pas celle du vent ou de la lumière. Son appareil photo était sa seule arme, son seul témoin. Il le levait de main tremblante, zoomant sur la forme sombre et lointaine qui observait, souveraine silencieuse de cet enfer gelé. Les clics de l'obturateur étaient les seuls sons qu'il produisait pendant des heures, chacun capturant non pas une image de la grandeur de la nature, mais une image du documentaire lent et glaçant de sa propre consommation. La nature sauvage n'était plus un endroit à visiter, c'était une bête qui le tenait dans ses mâchoires et qui, lentement, patiemment, resserrait son étreinte. Le vent revint avec vengeance, hurlant depuis les glaciers avec un bruit semblable à celui du métal qui se déchire. Ce n'était pas une simple tempête, c'était l'Arctique lui-même qui descendait, un froid meurtrier qui cherchait à geler le monde entier. Le maigre abri de David, l'affleurement rocheux, n'offrait aucune protection. Le vent le traversait, balayant son visage de cristaux de glace et lui volant le peu de chaleur que son corps frissonnant pouvait générer. Il savait, avec une certitude à la fois terrifiante et clarifiante, qu'il ne survivrait pas à la nuit s'il restait exposé. Il devait trouver un abri, sinon il cesserait tout simplement d'exister, devenant un autre squelette anonyme dévoré par les éléments implacables. Poussé par un instinct primitif qui l'emportait sur la douleur et l'épuisement, il força son corps à bouger. Il abandonna son maigre campement, emportant seulement son sac à dos et son appareil photo, et commença à avancer à tâtons dans la neige de plus en plus profonde, sa jambe blessée hurlant de douleur à chaque pas. Le monde était un enfer blanc et sans relief, le vent lui volant son souffle et son sens de l'orientation. Il n'était qu'un grain de chaleur mourant dans un congélateur infini. Puis, à travers les nappes de neige aveuglantes, il l'aperçut, une tache plus sombre sur le blanc, une irrégularité dans la pente d'une crête basse. Il rampait vers elle, les mains engourdies et inutiles, l'esprit accroché à ce mince espoir. C'était une ouverture, une fissure dans la terre,
partiellement masquée par une congère. L'odeur qui s'en dégageait était ancienne et musquée, un mélange puissant de terre humide, de vieilles fourrures et d'animal sauvage. C'était sans aucun doute une tanière d'ours. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un battement frénétique mêlant terreur et espoir désespéré. Était-elle occupée? Il tendit l'oreille, essayant de couvrir le rugissement du vent. Rien. Utilisant ses dernières réserves d'énergie, il gratta la neige qui bloquait l'entrée, ses doigts ensanglantés et engourdis. L'ouverture était juste assez large pour qu'il puisse se faufiler, traînant son sac à dos derrière lui. À l'intérieur, le monde s'évanouit dans un silence profond et terreux. Le hurlement du vent devint un murmure lointain. Il chercha sa lampe de poche à tâtons, dont le faisceau transperça l'obscurité totale pour révéler une petite chambre arrondie. Alors que la nuit avançait, le silence fut rompu. Un bruit sourd et lourd retentit juste derrière l'entrée de la tanière. David se figea, le sang glacé dans ses veines. Il rampait vers l'entrée, son appareil photo brandi devant lui comme un bouclier. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir. À la faible lumière de l'aube suivante, il documenterait la vérité, une série parfaite d'empreintes massives et fraîches, formant un cercle patient dans la neige juste devant l'entrée de la tanière. L'ours savait qu'il était là. Il attendait. La tempête l'avait piégé dans un piège bien plus fatal que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il avait troqué la miséricorde d'une mort par le froid contre la sombre certitude d'une fin plus intime, celle d'un invité qui avait abusé de l'hospitalité de la manière la plus terrible qui soit. L'appareil photo était son dernier lien avec le monde, le dernier fil fragile de son identité. Dans la pénombre terne et terreuse de la tanière, David la tenait dans ses mains, ses doigts tremblants non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du poids profond de ce qu'il s'apprêtait à faire. Le film restant n'était plus destiné à l'art, à capturer la vérité majestueuse de la nature sauvage. Il était destiné à servir de preuve. Il était pour elle. C'était le dernier testament de David Chêne, écrit non pas à l'encre, mais avec la lumière et l'ombre. Il commença par lui-même. Posant l'appareil photo sur son sac à dos, il régla le retardateur, dont le doux ronronnement semblait absurdement banal dans le silence primitif de la tanière. Le flash explosa, éclairant brutalement le petit espace d'une lumière clinique. L'image développée montrerait un visage qu'il reconnaîtrait à peine, les joues creusées en angle vif, les yeux enfoncés dans des orbites profondes et meurtries, mais brûlant d'une volonté farouche et inébranlable. C'était le visage d'un homme réduit à son essence même, toute douceur effacée par la faim et la peur, ne laissant apparaître qu'une détermination farouche à être vue, à être retrouvée. Ensuite, il documenta sa blessure. Il plaça sa jambe dans le cadre, la chair enflée et décolorée formant une carte grotesque de sa mésaventure. La photo n'était pas destinée à susciter la pitié, mais à informer. Elle montrait la gravité de son état, la raison de son immobilité. C'était un élément d'information dans l'histoire de son piégeage, un indice pour quiconque pourrait un jour reconstituer ses derniers jours. Puis vinrent les cartes. Avec un morceau de charbon de bois récupéré dans les restes de son feu de signalisation, il dessina au dos de sa dernière pochette de photopapier. Ses mains, bien que tremblantes, bougeaient avec la précision du cartographe qu'il avait été autrefois. Il esquissa le ruisseau, la crête, l'emplacement exact de la tanière, le marquant d'un X, désespéré. Il nota les points de repère visibles depuis l'entrée, un épicéa frappé par la foudre, une formation rocheuse distinctive, créant ainsi un guide méticuleux vers cette tombe gelée. Chaque ligne était une prière, un vecteur d'espoir visant un sauvetage invisible. Mais les images les plus effrayantes étaient celles prises à l'entrée de la tanière. Il s'allongeait à l'entrée, le corps pressé contre la terre froide, et attendait. Il attendait pendant des heures, les yeux rivés sur le viseur. Puis, une ombre passait devant la lumière. Une silhouette massive et sombre masquait le monde, son souffle formant des volutes dans l'air glacial à quelques centimètres de son objectif. Il appuyait sur le déclencheur, capturant des clichés frénétiques et granuleux du profil menaçant de l'ours, de la courbe de son épaule massive, de la menace implicite que représentait sa présence patiente et imposante. Ce n'étaient pas des compositions, mais des appels à l'aide terrifiés et austères, un témoignage direct du prédateur qui le tenait captif. Chaque clic était un cri figé sur la pellicule, un témoignage de la volonté farouche et animale de vivre qui refusait de s'éteindre, même lorsque l'obscurité se refermait sur lui. Il n'y avait plus de pellicule à gaspiller pour l'espoir, seulement la terrible vérité finale à enregistrer. Le froid s'était infiltré si profondément dans ses os qu'il en faisait partie intégrante, et la faim lancinante s'était transformée en une douleur sourde et lointaine. Ses forces n'étaient plus qu'un écho lointain, une ressource presque épuisée. Pourtant, son esprit restait douloureusement clair, concentré sur un dernier acte crucial. Au prix d'un effort qui lui coûta cher, il rassembla la caméra, ses mains tremblant non plus de faiblesse, mais de la solennité du rituel. Il devait témoigner. Il devait laisser une trace sans ambiguïté. Il se traîna hors de l'obscurité oppressante de la tanière,
le monde extérieur l'éblouissant par sa blancheur aveuglante. L'air était calme et glacial, le silence absolu. Il trouva un rocher à sommet plat, balaya la neige de sa surface d'une main engourdie et y posa l'appareil photo avec un soin infini. Ses mouvements étaient lents, délibérés, chacun représentant un effort monumental. Il régla le retardateur, le bourdonnement familier de l'appareil résonnant comme une petite étincelle de technologie dans le vaste silence ancestral. Puis, il se retourna et se plaça devant l'objectif, le dos tourné vers la nature sauvage. Il ne sourit pas. Il ne prit pas la pose. Il se contenta de regarder dans l'œil de verre de sa machine, ses propres yeux rencontrant le regard futur de celui qui trouverait cette image. Le flash se déclencha, une brève étoile éclatant dans le vide blanc, le capturant exactement tel qu'il était dans cette dernière heure. La photo, une fois développée, montrerait un homme au bord de l'existence. Son visage était un masque d'épuisement et de paix, la lutte enfin terminée, laissant derrière elle une acceptation profonde et lasse. Il était vivant, ses yeux clairs et directs, mais son corps n'était qu'une coquille, ravagée par le froid et la faim, contenant à peine la lueur de son esprit. Et là, dans la neige menant directement à ses bottes, se trouvaient les traces. Immenses, fraîches et terriblement précises, elles racontaient le reste de l'histoire que l'homme ne pouvait pas raconter. Ce n'étaient pas les traces d'un animal de passage, c'était une approche délibérée, une dernière réduction de la distance. Elle s'arrêtait là où il se tenait, témoignage silencieux de la rencontre qui avait suivi le clic de l'obturateur. L'appareil photo, ayant rempli sa mission, reposait sur le rocher, observateur silencieux jusqu'à la fin. Une ombre s'abattit alors sur lui, assez grande pour éclipser le soleil. Une patte massive, armée de griffes semblables à des poignards recourbés, s'abattit non pas avec rage, mais avec une force presque désinvolte et dédaigneuse. L'appareil photo fut projeté de son perchoir, heurta la pierre avant de disparaître dans une crevasse profonde et étroite entre deux rochers. Il atterrit avec un bruit sourd dans un lit de vieille neige et de lichen sec, son boîtier métallique froid contre la glace éternelle. La lumière avait disparu. Le témoignage était complet, scellé dans un coffre-fort gelé, attendant que les longues et lentes années passent avant que son histoire ne soit racontée. Le silence de l'arrière-pays du Denali à la fin de l'automne était profond et pesant, seulement rompu par le crissement de la neige sous les lourdes bottes et le cri occasionnel et lointain d'un corbeau. Deux chasseurs, deux frères originaires de Fairbank, se déplaçaient dans un paysage blanc et gris, leurs yeux scrutant les pentes à la recherche du moindre signe de caribou. Ils se trouvaient à des kilomètres de tout sentier, dans une région si sauvage et intacte qu'ils avaient l'impression d'avoir remonté le temps de plusieurs siècles. C'est le plus jeune des deux frères, Eli, qui remarqua le premier quelque chose d'étrange. Un reflet métallique terne qui captait les derniers rayons du soleil dans une profonde fissure d'un affleurement rocheux. C'était une couleur artificielle, une nuance de noir industriel qui n'avait rien à faire dans ce décor primitif. La curiosité l'emportant sur sa concentration de chasseur, il s'agenouilla, balaya une croûte de neige durcie par le vent et plongea la main dans la crevasse étroite. Ses doigts gantés se refermèrent sur un objet solide et anguleux. Il le retira et le leva à la lumière. C'était un vieil appareil photo, un modèle professionnel à pellicule, dont le boîtier était rayé et usé par les intempéries, mais toujours intact. Il était recouvert d'une patine de saleté et de lichen, et semblait ancien entre ses mains, comme une relique d'une autre époque. Il appela son frère aîné et ils l'examinèrent ensemble dans le silence immense, un artefact étrange et sombre issu d'une histoire qu'ils ne pouvaient pas encore déchiffrer. Ils ne l'ouvrirent pas. Quelque chose dans la façon dont il avait été niché dans cette crevasse rocheuse, caché mais placé là intentionnellement, les en empêcha. Ils l'emportèrent avec eux, comme un trophée curieux plus fascinant que n'importe quel trophée de chasse. De retour à Fairbank, l'appareil photo fut confié à un magasin de photographie local réputé pour développer les vieux films. Le propriétaire, un ancien aux gestes prudents et respectueux, travaillait dans une chambre noire éclairée par une